Bonjour chers web spectateurs, nous sommes aujourd'hui à Ségou, à 236 km de Bamako, dans le cadre du symposium malien sur les sciences appliquées. Nous sommes en compagnie du professeur Youba Sokona, vice-président du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Professeur Youba Sokona est un Malien et il a fait le déplacement à Bamako dans le cadre, comme je le disais, du MSAS 2022. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, je ne suis pas uniquement malien, je suis natif de Ségou. Je suis de Ségou et je réside actuellement à Bamako. D'accord. Merci professeur d'avoir donné cette précision. Et alors, on a parlé tout à l'heure du GIEC. Vous êtes vice-président du groupe, je dirais, intergouvernemental d'experts sur le climat. Comment êtes-vous retrouvé à la tête de ce groupe-là? Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat est une institution qui est ouverte. C'est-à-dire, il y a des scientifiques du monde entier qui y travaillent de manière volontaire et gratuitement. Ils sont proposés soit par les gouvernements, soit par leurs pairs scientifiques. Et il y a un comité sur la base d'un certain nombre de critères. Ils recrutent les experts et également les membres du bureau sont élus par les 195 pays membres du GIEC. Sauf que dans les années 90, après le premier rapport du GIEC qui était largement dominé par les aspects économiques et par quelques impacts, certains de mes amis scientifiques européens et américains se sont dit qu'il y a quelque chose qui manque dans la synthèse, dans les rapports du GIEC, notamment on ne parle pas de développement. On ne parle pas d'équité. Ils m'ont donc contacté pour me proposer si j'étais disposé à intégrer le GIEC comme auteur du groupe 3. Ce que j'ai accepté. J'ai continué à travailler. J'ai travaillé sur le deuxième rapport. J'ai travaillé partiellement sur le troisième rapport, le quatrième rapport, quelques rapports spéciaux. Et quand il s'est agi maintenant du cinquième rapport, j'ai été élu également comme coprésident du groupe 3 sur l'atténuation. Ce rapport a été bouclé en 2013-2014 et lors de chaque année, chaque cycle de rapport, c'est-à-dire entre 6 et 7 ans, il y a l'ensemble des pays membres du GIEC, c'est-à-dire les 195, qui se réunissent et sur la base des propositions de scientifiques au bureau, ils élisent. Il y a plusieurs candidats qui se proposent. Bon, donc j'ai été élu comme vice-président du GIEC. Parce que comme j'ai été coprésident du groupe 3, j'avais plus la possibilité de rester coprésident. C'est-à-dire compte tenu des règles. Bon, là, ce qu'il y avait, c'est pour moi d'être vice-président ou d'être président. Bon, il y en a qui m'ont proposé d'avoir la présidence. Je dis, je n'ai pas les moyens de le faire parce qu'il faut avoir une équipe scientifique derrière, il faut avoir les politiques derrière, il faut avoir des moyens financiers derrière. C'est des choses que je n'ai pas. Alors, pour ça, on a parlé tout à l'heure des GIEC. Il y a certains qui se posent la question, mais qu'est-ce que c'est le GIEC, en fait? C'est un groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, c'est-à-dire qui regroupe 195 pays membres. Et c'est structuré qui sont une plénière, qui c'est l'organe de décision. Mais les travaux du GIEC se déroulent à travers 3 groupes de travail et un task force. Les 3 groupes de travail, il y en a un premier groupe qui s'intéresse à la physique du climat, la compréhension du phénomène climatique et la physique du climat. Le deuxième groupe de travail, c'est sur l'atténuation, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique. Le troisième groupe de travail, c'est sur l'atténuation. Le GIEC
fait la compilation et l'analyse des publications scientifiques qui permettent une meilleure compréhension des phénomènes climatiques, c'est-à-dire aussi bien de la physique du climat, des impacts, que des aspects socio-économiques, des aspects physiques également pour apporter des éléments de réponse en termes d'adaptation et en termes également d'atténuation, pour vous donner un aperçu de la manière dont on travaille dans le cadre de ce 6e cycle de rapport. C'est-à-dire les 3 rapports, le rapport du groupe 1, rapport du groupe 2, rapport du groupe 3, a nécessité 78 000 publications scientifiques qui ont été analysées, et ceci donne environ par volume, c'est-à-dire sur chacun des rapports, entre 2 à 3 000 pages de documents. Et ça vous prend combien d'années pour analyser toutes ces études-là? C'est entre 6 et 7 ans. Nous sommes à la fin du cycle du 6e rapport. C'est le 7e rapport. Le cycle va commencer l'année prochaine, probablement. Alors, professeur, aujourd'hui, vous êtes à Bamako, vous êtes précisément à Ségou, vous résidez à Bamako. Vous êtes venu spécialement pour, juste parce que, je dirais, vous êtes venu pour ce symposium parce que vous êtes malien, ou parce que il y a véritablement, on doit tirer la sonnette d'alarme sur les climats ou les effets du changement climatique sur le Mali? J'ai été contacté par les organisateurs du symposium qui m'ont demandé si je pouvais intervenir sur le changement climatique. Je leur ai donc proposé que, puisqu'on vient de boucler les 3 chapitres du 6e rapport, et qu'il était important que les scientifiques et puis les politiques maliens ils aient connaissance de la substance de ces différents rapports. J'ai proposé donc à 2 de mes collègues, une Marocaine qui travaille dans le cadre du groupe 1 sur la science du climat, un Béninois qui travaille sur les questions d'adaptation, de vulnérabilité et d'impact, et moi-même pour faire une présentation sur les éléments clés du 6e rapport. Et également, ceci m'a permis également de donner une présentation sur le GIEC, parce que je me rends compte que le monde universitaire a très peu de connaissances là-dessus, parce qu'il n'y a pratiquement aucun Malien qui a intégré le GIEC. C'est vrai, professeur, le Mali se trouve dans la zone du Sahel. On dit que on doit s'inquiéter du climat, des effets du changement climatique. Est-ce parce que nous sommes dans la zone du Sahel que nous devons nous inquiéter du changement climatique? Est-ce que nous, le Mali, par rapport aux pays développés qui produisent, je dirais, les gens le disent, qui ont un fort impact dans la provocation des effets du changement climatique, est-ce que le Mali aussi provoque ces effets concernant le changement climatique? Ça, c'est un problème global, la question du changement climatique, parce que l'atmosphère n'a pas de frontières. On ne peut pas mettre du tout de frontières. Qu'on émette des gaz à effet de serre ici à Ségou, ou qu'on émette des gaz à effet de serre en Papouasie, ou dans le Nevada. Mais la quantité diffère. Ça va, oui, ça diffère. Il y a les responsabilités qui sont différenciées. Mais le problème, c'est que nous y participons tous. Il y a certains qui participent beaucoup plus. Mais le drame, c'est que ce n'est pas parce que tu n'émets pas de gaz que tu ne subis pas les conséquences. D'accord. C'est-à-dire, c'est comme on est dans cette salle, si on n'est pas fumeur, s'il y a des fumeurs là-dedans, c'est-à-dire quand ils fument, la salle est fermée, nous subissons l'impact de la cigarette. Ça ne veut pas dire du tout que nous sommes fumeurs. On peut attraper le cancer par ce fait. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce qu'on n'aimait pas qu'on ne subit pas les conséquences. Il se trouve que nous sommes situés malheureusement en zone de basse latitude qui sont relativement sensibles aux questions climatiques. C'est-à-dire ensuite également nos modes de production, nos systèmes de production sont beaucoup plus, par exemple quand on prend le secteur de l'agriculture, c'est l'agriculture pluviale. C'est-à-dire en fonction de la pluviométrie,
on a une agriculture qui est une production bonne ou mauvaise. Tandis que les pays développés, les pays à revenus intermédiaires, ne dépendent plus de cela parce qu'ils ont modernisé leur agriculture. Okay. Donc nous subissons beaucoup plus les impacts des changements climatiques que participer. Il ne s'agit pas du tout de dire que telle partie, parce que les évidences scientifiques sont claires. Il y a une responsabilité de l'action de l'homme, nous y participons tous, et la solution doit être commune. Mais ceci ne veut pas dire qu'on a les mêmes responsabilités que les pays industrialisés. Bon, dans les zones, on sera confronté suivant les éléments scientifiques que nous avons. Les pays du Sahel vont connaître également des épisodes de pluie intense, mais de courte durée qui vont provoquer énormément d'inondations. Ça ne veut pas du tout que le changement. Regardez ce qui se passe à Dakar, regardez ce qui se passe au Niger, à Niamey, même dans certains quartiers de Bamako. C'est des pluies intenses de courte durée, pas étalées sur le temps. Et en même temps, ça provoque également des sécheresses. C'est-à-dire on a des impacts combinés de phénomènes pour lesquels nous ne sommes pas préparés. D'accord. Parce que les systèmes d'évacuation, les systèmes d'assainissement, les systèmes d'habitat, et surtout ceux qui sont dans la périphérie urbaine, ils ne sont pas préparés pour faire face à ce type d'extrêmes climatiques. Nous connaissons également des vagues de chaleur intenses, c'est-à-dire la climatisation de plus en plus est devenue une nécessité dans des pays comme le Mali. Ouais. C'est comme le chauffage dans les pays à très basse température. Oui, professeur, au Mali, par exemple, quand on parle de changement climatique, on voit tout de suite réchauffement climatique. Est-ce que changement climatique égale à réchauffement climatique? C'est le fait de l'augmentation des températures à l'échelle globale qui provoque un bouleversement du système d'ensemble. D'accord. Et c'est pour ça qu'on parle de changement climatique. D'accord. C'est l'augmentation des températures liées à l'action de l'homme. Parce que le climat a toujours changé de manière naturelle. Mais ce qui est inquiétant et problématique, c'est l'action de l'homme qui a accéléré le changement climatique par notre pratique et essentiellement liée au système énergétique le plus dominant, notamment des produits pétroliers. Cela m'amène à poser cette question. Vous avez parlé de l'impact des changements climatiques sur la santé. Au Mali, on a remarqué que, par exemple, le paludisme, c'est en saison pluvieuse qu'on observe un pic du paludisme. Alors, changement climatique, augmentation des températures, réchauffement climatique. Alors quand on parle de réchauffement, on parle de la sécheresse, mais quand même il y a une tombée de pluie. Quel est le lien entre les pluies qui tombent, changement climatique, santé? On veut un peu comprendre en fait. Il est évident. Le problème d'abord, c'est qu'il y a pratiquement pas d'études sur la question climat, changement climatique ou augmentation de température, changement climatique et santé au Mali. Je n'en connais pas, ça existe peut-être, mais on n'a pas eu la possibilité, j'ai pas eu la possibilité encore de le faire. Je travaille avec une équipe de jeunes médecins en essayant de les pousser à examiner la question parce qu'on dispose de très peu de données, de très peu d'informations, parce qu'il ne faut pas tout. On sait que la variabilité climatique a une incidence sur la santé, notamment quand vous évoquez que quand il y a la pluie, à cause des questions d'assainissement et autres, il y a une prolifération de moustiques qui amène le palu. Ce n'est pas tellement le fait de la pluviométrie, c'est-à-dire il pleut beaucoup en Europe, mais il n'y a pas le palu, il y a une question d'assainissement. Exactement. Un contexte qui est favorable à cela. Mais il est essentiel et fondamental que les scientifiques se penchent, notamment maliens se penchent sur la question et de l'examiner de manière beaucoup plus précise. Parlons d'impact. Il y a aussi l'ULCE aussi qui quand on voit des jeunes aujourd'hui, on entend dans la rue, moi je suis de l'ULCE. Est-ce que la chaleur aussi a un impact sur, parce que les gens disent que l'ULCE est peut-être lié à l'alimentation, mais est-ce que l'ULCE, la température aussi a un impact? Il est évident qu'on connaît de plus en plus des vagues de chaleur, c'est-à-dire à partir de 40 degrés à l'ombre et au-delà de 40 degrés à l'ombre, on a la productivité qui baisse
Et ça peut entraîner également des morts, notamment les personnes les plus fragiles, notamment les plus âgées, et puis les enfants et les bébés. Bon, on n'a pas tellement conscience, c'est-à-dire on ne peut pas du tout s'habituer à la chaleur, c'est-à-dire une certaine chaleur. On peut, mais au-delà d'un certain niveau. Bon, malheureusement également, il n'y a pas d'études là-dessus. Dans un pays comme le Mali, en Europe, on a vu avec les vagues de chaleur, il y a une alerte là-dessus. Ils sont assez sensibles. Mais ici, les gens ont l'impression que c'est quelque chose qui est normal. Et que alors que ce n'est pas du tout normal. Il est intéressant également que les scientifiques et les chercheurs maliens se penchent sur la question. D'accord. Changement climatique, un défi pour une amélioration de l'agriculture durable au Mali, pour une sécurité alimentaire et pour une paix durable au Sahel. Voici la thématique qui a rassemblé un nombre de scientifiques au Mali, y compris le professeur Youba Sokona, qui a traité une thématique sur les travaux du GIEC. Alors, professeur, vous qui êtes expert en climat, je dirais, quels sont les conseils clés que vous pourriez donner aux Maliens, au gouvernement malien, et afin de pouvoir, je dirais, travailler pour une agriculture durable et pour une paix dans le Sahel? Le problème essentiel et fondamental, puisqu'on est dans un cadre universitaire et scientifique, c'est qu'il y a beaucoup plus de travaux scientifiques sur une bonne compréhension de la question. Malheureusement, il y a très peu de travaux scientifiques là-dessus. C'est-à-dire, on sait que nos systèmes d'agriculture, notamment la petite production, est fondamentalement dépendante de la variabilité climatique et forcément des changements climatiques. On sait également que les modes et les pratiques agricoles ou les pratiques d'élevage se déroulaient dans un contexte de la non-finitude de l'espace. Parce qu'on avait de l'espace à provision, donc on fait des défrichements ici et là, on augmente les superficies agricoles en faisant beaucoup plus de défrichements. On se rend compte de plus en plus par l'augmentation de la population et par le fait également de la dégradation des ressources naturelles durables qu'on est confronté à une finitude de l'espace qui crée des tensions dans un premier temps entre agriculteurs et éleveurs et même entre agriculteurs, et les pratiques n'ont pas tellement évolué. C'est-à-dire s'il y a 5% des terres qui sont irriguées, imaginez que si on passe de 5%, de 6% à 10, 20, 30 ou 40%, on change totalement la donne. Il y a très peu d'intrants agricoles qui rentrent, c'est-à-dire il y a une dose d'intensification que l'on fait, c'est-à-dire par les moyens modernes d'agriculture à l'heure actuelle, on peut largement diminuer les superficies agricoles et augmenter la production et la productivité. Donc, ceci permet d'avoir une agriculture beaucoup plus résiliente et ceci permet également qu'on puisse avoir une harmonie dans la cohabitation d'un certain nombre de populations, notamment agriculteurs et éleveurs, qu'il n'y ait pas de confrontation, qu'il y ait une possibilité. Ensuite, ceci permet également d'avoir une valorisation de nos ressources, notamment forestières non ligneuses. Dans la salle, j'ai posé la question de savoir à tous qu'ils ont 40 ans, s'ils peuvent me citer le nom de 10 fruits locaux dans la zone de Ségou. Aucun d'entre eux n'a été capable de le faire. C'est-à-dire comment on peut valoriser nos ressources, comment on peut tirer parti de nos ressources et les préserver si on n'a aucune connaissance. Même le nom, on ne le connaît pas, a fortiori, avoir une connaissance scientifique et de voir comment on peut les valoriser. Vous prenez le Nzaba, on peut tirer énormément de choses dans le Nzaba. Le Nzaba sénégalensis, c'est le nom scientifique en fait. Ça, on peut tirer des jus là-dedans. Le noyau, on peut tirer de l'huile essentielle là-dedans, qui rentre dans pas mal de compositions. Il y a beaucoup de choses que l'on ignore. C'est-à-dire l'environnement dans lequel on est, on l'ignore totalement. Je pense que c'est une sensibilisation à cela. Il faudrait également que il y ait une navigation permanente entre les politiques et que les politiques soient beaucoup plus fondées sur une analyse scientifique
que les scientifiques puissent informer les politiques, à condition que les politiques les intègrent dans la définition, dans l'élaboration des politiques sur certains aspects, et que les scientifiques également apportent un appui aux pratiques. C'est-à-dire que les pratiques puissent évoluer et puis être beaucoup plus soutenues par la science. Donc il y a un dialogue permanent entre politique, science et pratique. Tant qu'on n'a pas une symbiose de ces trois entités, c'est relativement difficile de faire face aux défis auxquels on est confronté. Professeur, il y a des gens qui ont voulu savoir, dans votre intervention tout à l'heure, vous avez dit que le GIEC a dans chaque pays un point focal. Et qu'au Mali, vous avez proposé comme point focal le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Par contre, c'est la météo que les gens ont choisi parce que l'ERTM avait interféré dans la prise de décision. Alors, la question, c'est de savoir, vous, pourquoi est-ce que vous avez choisi le ministère de l'Enseignement supérieur, puisque on sait très bien que la météo est dans le climat, il travaille bien dans le climat. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le ministère de l'Enseignement supérieur? Moi, je n'ai pas choisi le ministère de l'Enseignement supérieur. Pourquoi vous avez décidé de proposer? Non, le problème qu'il y a, c'est que dans les travaux du GIEC, c'est les scientifiques. D'accord. Et les scientifiques, c'est les universitaires. Bon, je suis sûr et certain, par le fait qu'il n'y ait pratiquement, quasiment pas d'universitaires maliens qui travaillent là-dessus, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'information. D'accord. Bon, s'ils n'ont pas reçu l'information, c'est parce que il y a un blocage quelque part. Parce que tous les gens avec qui je travaille à travers le monde, ils sont dans les universités, ils ne sont pas du tout dans les services météo. Bon, ensuite, ça stimule également la production de la connaissance scientifique sur un certain nombre de questions quand tu es intégré là-dedans. Et puisqu'il y a peu de production scientifique sur ces différents aspects, il n'y a pas une certaine sensibilisation. C'est la raison pour laquelle il me paraît essentiel dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la science, que le point focal il soit beaucoup plus une structure scientifique qui n'empêche pas du tout une forte collaboration avec la météo. Les gens confondent climat et météo. Parce que la météo s'occupe spécifiquement d'un aspect. Elle s'occupe également de quelques éléments de la science du climat, mais tous les aspects socio-économiques, tous les aspects impact, tous les aspects vulnérabilité, tous les aspects adaptation vont au-delà de la météo. La question du changement climatique ne se résume pas à un problème de météorologie. Ça va beaucoup plus au-delà. C'est les problèmes économiques, c'est les problèmes sociaux, c'est les problèmes de société, c'est les problèmes de politique. Donc on ne peut pas le confiner dans certains pays où on crée un ministère de changement climatique. Bon, il y a un autre biais au Mali, c'est qu'on a tendance à restreindre les changements climatiques aux questions de l'environnement parce que c'est traité par le ministère de l'Environnement. Bien sûr que l'environnement est important là-dedans, mais ce n'est qu'un aspect des changements climatiques. Il y a d'autres, c'est des questions de développement, c'est des questions d'agriculture, c'est des questions de santé, c'est des questions de financement, c'est des questions d'infrastructure, c'est des questions d'énergie. Le rôle de l'énergie est fondamental dans le changement climatique que de l'environnement. Les choix énergétiques, les stratégies énergétiques, les perspectives énergétiques sont déterminantes là-dedans. Et actuellement, à cause des problématiques, à cause du fait également qu'il y a de plus en plus d'alerte là-dessus, qu'on pense à la décarbonation du secteur de l'énergie. Parce que l'énergie constitue, le CO2, constitue 75% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un travail essentiel de la décarbonation du secteur de l'énergie. Ce n'est pas du domaine ou des prérogatives du ministère de l'Environnement. Ceci ne veut pas dire du tout que ces ministères-là ne jouent pas de rôle important là-dedans. Et dans des pays comme le Mali, où on est dans une phase de développement, dans une phase de mise en place de nos infrastructures et de nos politiques, c'est-à-dire les politiques de l'habitat, les politiques des choix énergétiques, les politiques d'industrialisation, le développement des infrastructures, de l'agriculture, tout ceci doivent intégrer la contrainte climatique. C'est-à-dire quand on le met dans des structures qui sont totalement hors de cela, on perd totalement de vue ces différentes perspectives. Oui. C'est uniquement cela que j'essaye de... D'accord. Merci, professeur. Il y a tellement de sujets que nous voudrons discuter avec vous, mais le temps ne nous permet pas. Nous
nous croyons que dans les éditions, dans les jours prochains, on aura l'occasion peut-être de vous rencontrer à nouveau et de discuter encore sur d'autres thématiques. Professeur, nous tirons à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner à l'endroit de la communauté scientifique malienne? Il faut qu'elle s'implique davantage. Il faut qu'on l'implique également. Je pense que l'impliquer, ça veut dire qu'elle s'implique davantage. Okay. Et que les travaux d'étudiants, des mémoires de fin d'études, des cours que l'on donne, des conférences que l'on donne, que ça puisse apporter une certaine stimulation, surtout des professeurs et des étudiants. J'ai été heureux de constater qu'à la fin de l'intervention, il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus me voir, qui m'ont demandé si je peux donner une conférence ou si je peux avoir un entretien, un échange avec eux sur ces questions qui découvrent dans une certaine mesure. Merci beaucoup, professeur. Alors, le professeur vient d'interpeller des chercheurs à beaucoup plus s'impliquer dans la recherche scientifique, mais souvent aussi le problème, c'est que au Mali, il est très difficile d'obtenir les fonds pour faire la recherche. Alors, nous allons peut-être rester sur cette soif. Comment trouver des fonds pour faire la recherche scientifique au Mali? Si vous avez des solutions, vous pouvez les mettre en commentaire. Merci d'avoir suivi cette interview avec le professeur Youba Sokona depuis Ségou.